Bienvenue à une autre capsule de Siku. Aujourd'hui, on va parler du KE2 Temp plus Valve. C'est un contrôleur qui est assez complet. Encore une fois, je vous invite à aller sur le site KE2 pour aller chercher les bulletins qui s'appliquent avec l'installation ou en fait la compréhension ou le paramétrage de ce type de contrôleur. Donc ici, on voit que le bulletin, toujours en haut ici, le Q349, il y a évidemment des mises à jour. Donc on va voir ici que le KE2 Temp plus valve vient avec le contrôleur. Le transmetteur de pression est inclus parce qu'on va contrôler KE2 Temp plus valve contrôleur. Donc si on regarde ici, il vient avec une sonde, une thermistance pour la température et une deuxième sonde de température euh, pour euh, pour contrôler la succion de la valve électronique. Il y a plusieurs modes d'utilisation de ce type de contrôleur-là. On va en regarder aujourd'hui deux types. Donc, une des premières applications qu'on peut utiliser avec le KE2 Temp plus Valve, il s'agit ici d'avoir ce qu'on appelle le Superheat Controller. Donc, on va contrôler le SHT. Ça va revenir dans le menu plus tard. Donc, c'est une bonne façon de le retenir, SH pour Superheat, et il contrôle également la température. La façon dont on va le faire, c'est que le contrôleur ici, si on regarde, il se trouve à avoir une sonde de température d'air. Ça, c'est une des premières sondes. Dans ce cas ici, on va mesurer la température d'aspiration. Donc, c'est l'équivalent du bulbe d'une valve thermostatique. Et on va également mesurer la pression ici à la sortie de l'évaporateur. Donc, le contrôleur peut mesurer avec ces deux valeurs-là la surchauffe. Et il va également contrôler le système de réfrigération à l'aide du sonde de température air. Donc, si on va avoir un relais qu'on ne voit pas ici sur le dessin, qu'on contrôle une vanne solénoïde, c'est souvent posé la question pourquoi utiliser une vanne solénoïde avant. Pour toute simple raison, c'est que la plupart des valves électriques, peu importe le modèle, souvent lorsqu'il y a une panne de courant, la position de la valve demeure où elle est. Il existe des battery packs ou des condensateurs pour être capable de moduler, mais souvent ces appareils-là font défaut. Donc c'est plus simple. Ben, ils font défaut avec le temps, soit que la batterie n'a pas été changée ou les condensateurs sont défectueux. Je recommande plus d'utiliser une solénoïde en amont. Donc, si vous avez une panne de courant, la solénoïde va fermer, puis la valve électrique va tout simplement, euh, même si elle reste en position ouverte, le système va être capable de faire son pump down à ce moment-là. Donc, un peu dans la même application, dans le bulletin précédent ou le clip précédent, on avait vu le KE2 Temp plus Defrost. Fait que c'est un peu le même principe, ce contrôleur-là. La seule différence, c'est qu'il va être capable de contrôler une valve électrique si on le programme en Superheat plus température. La deuxième application que j'aimerais voir avec vous, c'est en Superheat seulement. Donc en Superheat, simplement en Superheat, ce qu'on voit ici, c'est qu'on va revoir, on va le programmer en mode SH, tout simplement. Donc, il n'y a pas le T. Donc, puisqu'il n'y a pas le T, donc on ne contrôle pas la température. Fait que si on regarde le dessin, vous avez toujours votre bulbe sur l'aspiration, le transmetteur de pression pour mesurer la surchauffe. Et généralement, ici, on va utiliser un relais externe, par exemple. Hein, on va appeler ça souvent soit un automate où vous allez avoir un contact sec externe, soit qui est en position ouverte. Donc, lorsqu'il est en position ouverte, il va être en opération. Et à ce moment-là, si on décide que le contact est fermé, tout simplement, la valve va venir fermer complètement ici. Et le système va arrêter. Donc, le contrôleur, quand il est utilisé en superheat seulement, il se sert d'un signal externe. Ça pourrait être un automate, un autre thermostat, en fait, pour être capable de
contrôler l'arrêt et le départ de la valve. Il y a des situations où ça peut être intéressant d'avoir plus qu'un contrôleur dans une chambre, parce qu'ici on parle de dégivrage à air. Donc on va regarder ce type de possibilité-là avec plusieurs évaporateurs. Donc toujours dans le même bulletin, si on descend ici, on va aller voir l'application un peu plus loin dont je vous parlais. C'est à la fin du bulletin complètement. Il y a une section dont on parle de multi-évaporateur. Donc avec ce contrôleur-là, on peut faire plusieurs applications. Donc je vais m'attarder plus à quelques applications comme celle qu'il y a ici. Donc ce qu'on voit ici, par exemple, le premier contrôleur ici peut être utilisé pardon, comme donc le contrôleur ici peut être utilisé comme on a vu tout à l'heure, on aura un contrôleur mètre par exemple qui va utiliser le SHT, donc il va avoir une sonde de température qui va venir à ce moment-là contrôler la température de l'évaporateur mètre. Donc disons qu'on aurait plusieurs évaporateurs dans une même pièce, ben, on aurait juste une sonde de température à ce moment-là parce qu'on ne veut pas que les systèmes tombent en dégivrage à des périodes différentes. Donc, on a un contrôleur mètre. Et le contrôleur mètre, ce qu'il vient faire, c'est que lorsqu'on atteint la température, ici, le relais qui normalement contrôlerait la solénoïde va venir contrôler l'input du deuxième contrôleur qui est programmé en superheat seulement. Donc, on en a juste un qui contrôle la température. Lorsqu'il atteint sa température, le contact vient dire au deuxième, tu tombes à off. Donc, le deuxième, et il pourra en avoir aussi un troisième, et ainsi de suite. Donc, le premier est en mètre, donc il est en SHT, et les suivants sont en superheat contrôleur seulement, donc en faisant une cascade avec les relais de compresseurs ou de solénoïdes, on vient mettre les systèmes à off. Donc, si on vient au contrôleur, toujours dans le manuel d'installation, comme je le mentionnais, il y a plusieurs façons d'opérer le contrôleur. On va en regarder deux, le SHT et le SH. Donc, on voit ici les raccordements électriques. On verra ça dans une autre section. Ici, les raccordements des différents capteurs de température. Encore une fois, on peut raccorder ces contrôleurs-là en mode boss, donc en série parallèle, raccordé à une unité comme ici, c'est le EM35. Ça fera partie du sujet communication, de la section communication. Donc ici, on n'a pas besoin de programmer manuellement chacun des contrôleurs. On peut le faire à l'aide d'un cellulaire ou d'un laptop. Ce n'est pas le but du cours, donc on va sauter cette section-là. On veut tout simplement, dans le même principe que le K2 AirTemp, on avait un bulletin ici qu'on va être capable de regarder ensemble. Donc, je vais regarder juste sommairement avec vous plusieurs sections dans le menu. Donc, on a un peu à la même façon que le KE2R Temp sans valve, en fait, le KE2 Temp. Vous aviez le menu Basic. Donc, le menu Basic, nous donne un peu la même chose. On doit choisir le type de contrôle qu'on veut faire. Soit qu'on veut faire un contrôle ici en SHT, donc en superheat plus température. Donc ici, on veut contrôler la température et l'arrêt de départ du compresseur. Et si on vient programmer en SH, c'est en superheat seulement. On l'a vu juste avant comment. Et il existe aussi la façon APR, Hot Gas Bypass, si on veut le contrôler aussi. Quand vous allez au niveau du menu avancé, le menu avancé, bon, on appuie Back et là, c'est la même chose que le menu Basic, mais il y a plus d'options dans ce menu-là. Donc, encore là, c'est CTL. Vous allez avoir le EEV, donc c'est quand on veut la valve sans thermostat, donc SHT. Si on veut la EEV sans thermostat, c'est SH, de la même façon qu'on le dit. Et là, on rentre dans les différents parties du menu à partir du contrôleur.
Donc maintenant, je vais transférer cette section-là avec le contrôleur. Donc on va voir le menu avec le SHT. On va regarder les différentes fonctions, les différents consignes qu'on peut programmer avec le SHT et la même chose avec le SH. Donc on va transférer sur la portion vidéo et l'affichage du contrôleur. Alors ici, on est dans la partie du contrôleur. Donc, on voit à gauche de l'écran la programmation du contrôleur que je vais faire manuellement en mode SHT. Donc, mode SHT, comme on l'a vu juste auparavant, ça veut dire qu'on va aller chercher le superheat plus la température. Donc, je vais faire seulement cette application-là. Je ne verrai pas l'application sans thermostat. C'est à peu près le même principe. C'est juste la programmation qui est différente. Donc ici, dans notre contrôle de valve électronique, on veut contrôler la surchauffe plus la température. Donc le système va faire des dégivrages à air. Il va contrôler une valve électrique au niveau de la surchauffe. Puis il va aussi contrôler la température. Donc le menu, comme on l'a vu ici à l'écran, c'est le bouton Back. Donc si je maintiens le bouton Enter, je vais tomber dans le menu plus simplifié. Ce qui est généralement 99% des installations, ça va être le menu simplifié, mais je vais faire le menu plus complexe en fait avec vous. Donc la première valeur, si je maintiens back, la première valeur qui apparaît, c'est la forme de contrôle que je vais avoir. Donc si je fais Enter, je vais voir ça c'est la variable, donc la valeur de contrôle. Je suis en mode SHT. Donc à ce moment-là, je contrôle la température. Si je voulais avoir uniquement à ce moment-là les autres variables, APR, Hot Gas Bypass, Superheat seulement sans température, comme on l'a vu, c'est ce que je viendrai faire. Donc pour les buts de l'exercice, je vais conserver cette valeur-là qui est SHT. Donc, si je descends ensuite dans le menu, la deuxième variable que je devrais obtenir, c'est EDT. Donc, je vais faire EDT. Donc, c'est Expansion Device. Okay, c'est le type de valve d'expansion que vous voulez avoir. Ce qui est écrit ici, on va regarder un petit peu plus loin, on peut customiser en fait l'utilisation de cette valve électrique-là. Ouais, ça veut dire que je pourrais à ce moment-là, le custom, ben, je pourrais choisir en fait le type de valve d'expansion, etc., etc. Donc, ce qu'on va aller chercher, on va aller chercher plus des valves prédéterminées. Donc ici, si je fais Enter, je peux aller chercher ARS qui serait des valves ARSV de KE2 par exemple. Je pourrais aller chercher certains modèles de valves Spollen SEI, un modèle SER qui était très populaire. Et je peux faire aussi des valves Carrel, certains modèles. Et on pourrait aller chercher en fait custom là, au niveau de l'installation, mais on ne le fera pas avec ce modèle-là. Voici custom. Fait qu'il y a d'autres types de valves, je ne les passerai pas tous, mais les plus populaires, vous avez ARS, qui est la valve KE2, puis peut-être les valves Spollen SER. Donc on va conserver ARS, une valve KE2. Donc je reviens à back. Là, j'aurais choisi ma valve d'expansion. À ce moment-là, je n'ai pas besoin de choisir le nombre de steps. Fait que ce qu'on voit ici dans Custom, c'est que je pourrais choisir le nombre de steps, le nombre de pas maximum d'ouverture de la valve et une dernière valeur si c'est un moteur unipolaire ou un moteur bipolaire. On verra plus en détail les types de valves électriques dans la section plus avancée de cette chronique-là. L'autre valeur, si on descend un petit peu plus bas, c'est l'input au niveau de la pression. Alors, ce qui est juste à se rappeler, en fait, c'est qu'on peut lire la pression, en fait, la surchauffe, en fait, on peut la lire à partir de la pression. Donc, rapidement, la plus populaire, c'est celle-là. Donc, si vous avez un détendeur, on peut comparer ça à un détendeur mécanique, en fait. Détendeur mécanique, c'est qu'on va avoir un external equalizer qui va venir lire la pression à la sortie de l'évaporateur. Puis on va aussi avoir un petit bulbe thermostatique qui va venir lire sur le dessus de la tête la température de succion. Comme mentionné plus tôt, c'est ce qu'on fait avec électroniquement avec un transmetteur de pression.
Et là, ce qu'on peut faire, c'est que c'est la meilleure méthode, en fait. C'est qu'on va toujours lire la surchauffe en fonction de la pression de saturation et la température mesurée. Il y a certains fabricants qui pourraient être intéressés de mesurer température. Donc, si on reprend le même évaporateur rapidement, je pourrais avoir une température à la sortie de l'évaporateur et une autre sonde placée particulièrement avec des tests en laboratoire par un fabricant qui dirait une différence ici, ça serait une température de saturation moins une température sur l'aspiration, ça me donnerait une surchauffe. Sauf que ça, c'est moins recommandé à mon avis. Et de plus en plus avec les réfrigérants qui ont du glissement de température, ça veut dire que lorsqu'on sort du détendeur, si on revient à théorie de base, on est saturé en principe à la sortie. Mais avec des mélanges de réfrigérants, vous avez un des deux réfrigérants qui va commencer à surchauffer, même si vous avez un mélange liquide. Donc, cette valeur-là, ça serait à proscrire, à moins que le fabricant vous dise vous allez avec une température. Fait que par défaut, on va lire une surchauffe en fonction de la pression et non pas en fonction de la température. OK? Là, j'ai trop attendu à ce moment-là. Si vous attendez, vous allez sortir du menu de programmation. Donc, il faut recommencer. Donc, comme je donne les explications, c'est plus long. Donc, contrôle. Donc, on a à input pression. Donc, ce qu'on va avoir, c'est une pression température par défaut pour mesurer la surchauffe. C'est comme ça que ça devrait rester. Donc, si on va un petit peu plus bas dans le menu, on va avoir la valeur du réfrigérant. Fait encore là, le SSP, on ne s'en occupe pas parce que ce n'est pas des températures qu'on a choisies. Là, ce qu'on va aller choisir à ce moment-là, c'est le réfrigérant. Juste ici, pardon, le réfrigérant serait ici au niveau de la pression-température. Donc le réfrigérant, c'est ici que je suis. Donc le réfrigérant, réfrigérant, donc ça c'est la variable. Donc la valeur, je vais aller lire par défaut, ça va être au 404. Vous avez une liste complète, donc on peut prendre les flèches une fois que ça clignote et changer 134, etc., etc. Donc une fois que vous voulez avoir le bon réfrigérant, vous maintenez Enter pour valider. À ce moment-là, quand l'écran va changer, il revient à réfrigérant, il ne clignote plus. Okay? Donc on continue. La variable suivante, ça serait le SSP. Okay? Donc, ça serait la valeur de surchauffe qu'on veut avoir, la superheat set point. Alors, si je fais Enter, j'ai une valeur de 8 degrés, soit Fahrenheit ou Celsius, mais si on est en Fahrenheit, il va le laisser en Fahrenheit. Si vous convertissez en Celsius plus bas dans les units, il va faire la conversion. Donc, vous pouvez changer les unités après, il n'y a pas de problème. Donc, ma surchauffe ici est préprogrammée à, par exemple, 8 degrés. J'appuie Back pour revenir à mon menu variable. La prochaine variable qu'on va voir, juste agrandir ça un peu. Donc, la prochaine variable, si je continue, vous allez avoir TOP. TOP, ça serait traduit en fait comme Top of the Pressure. C'est parce que si vous allez choisir, exemple, ici je fais Enter, on va aller choisir 150 PSI si vous faites des réfrigérants comme le 404. Tous les réfrigérants les plus connus par défaut, c'est ce qu'on va avoir. Par contre, si vous utilisez le contrôleur avec du R410, ben, la pression à 150 livres, c'est pas suffisant. Donc, il faudrait de 1 utiliser un transmetteur de pression de 0 à 300 PSI de KE2. Et là, à ce moment-là, on va aller programmer la plage en disant le maximum que j'irai chercher. C'est pour ça qu'on appelle ça top of the pressure, là, rapidement. Donc, on pourrait aller programmer 300. Okay? Donc, si on allait à quelque chose comme une valeur au CO2, si c'était permis de le faire au CO2, je pourrais aller chercher jusqu'à 500 PSI. Donc, par défaut, on va garder 150 parce qu'en réfrigération, c'est assez rare qu'on utilise le 410. Mais si vous le faites avec des refroidisseurs ou vous devriez contrôler un air climatisé pour raison XY, en mode SH par exemple, on pourrait utiliser l'automate du chiller qui contrôlerait la température de l'eau refroidie et on viendrait fermer avec le signal ici pour dire qu'on veut avoir une température qui a été atteinte, donc on se servirait du contrôleur juste comme SH, Superheat seulement. Donc, comme ce n'est pas celui-là, on va continuer. Donc, c'est 150, ce serait la pression par défaut. Encore une fois, j'ai sorti du
Donc le top, on était ici, ce qu'on veut c'est 150. La variable, donc la valeur 150, c'est ce que je veux. Je fais back, je reviens à top. La prochaine variable, c'est un LPC. Je vais passer rapidement là-dessus. Le LPC ici, ce qu'on va avoir, c'est un low pressure cutout. Ça veut dire que toute cette section-là ici, OK, je pourrais utiliser même le contrôleur avec un low pressure cutout. Je pourrais l'utiliser comme contrôle de basse pression. À ce moment-là, le relais pourrait contrôler votre compresseur ou un contacteur pour le compresseur et on utiliserait la valve électrique comme module de, en fait, le C, ça serait un cut-out et le LPD, c'est votre différentiel. Donc, on pourrait dire, je cut-in à, par exemple, 15 PSI, puis je cut-out, disons, à 3. Fait que si vous atteignez plus bas que 0, il y a un délai ici, là, LPT, il y a un délai pour le temps que vous l'attendez. À ce moment-là, ça veut dire qu'on pourrait dire, quand on atteint 3, on va permettre au compresseur d'arrêter. On l'utilise, mais c'est très peu utilisé. Et cette valeur-là ici, LPT, lorsque c'est à 0, donc je vais, encore une fois, j'essaie de faire des explications le mieux possible. Donc si je descends un peu plus loin à LPC, et voilà LPD, et là j'aurai LPT qui serait mon temps, il est à 0. Lorsque je suis à 0, cette fonction-là ici, elle est complètement désactivée. C'est ce qu'on veut. OK? À moins que vous seriez un fabricant et vous voudriez utiliser ça comme à la place d'un contrôle de basse pression. Donc, je fais back une fois pour revenir à LPT. Ensuite, LPT, il y aurait TS, ça c'est votre température set point. Donc ça, c'est la température que je veux comme cut-out. Donc ici, ça veut dire, dans ma chambre, je voudrais avoir 35 degrés Fahrenheit. Donc, lorsque la sonde atteint 35, j'ai SHT. Donc le T, température set point, à 35, la valve électronique va fermer complètement et on va fermer aussi la vanne solénoïde à l'aide du relais de compresseur. Donc je fais back pour revenir à mon menu variable. La variable suivante, c'est votre différentiel, R différentiel. Par défaut, dans celui-là, il est à 2 degrés. Donc, j'aurai un cut-out à 35, comme on a vu avant. Et je fais à 35, puis mon cut-in serait à 32. Donc, pardon, 2 plus 35. Donc, à 37, mon compresseur fonctionne. À 35, mon système arrête. La petite lumière ici va dire, quand elle est allumée, si le compresseur est en fonction ou s'il est hors fonction. Donc, je fais back, ça fait pour le différentiel. L'autre valeur que vous allez avoir ensuite de ça, c'est le CSH. Donc, le CSH, je ne le couvrirai pas parce que c'est exactement la même variable qu'on a vu précédemment dans le CSH. Donc, par défaut, ici, le CSH devrait être, disons, à 6. Comme vous voyez à 6, ça veut dire qu'il n'y aura pas plus que 6 arrêts départ. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le vidéo numéro 100 sur le code 2 Actem. Il y a une explication sur le CSH, c'est la même chose. Le defrost per day, la valeur suivante. Donc, je descends, donc j'ai defrost per day. Par défaut, vous allez avoir, disons, 2. Je peux monter à 3, 4, le nombre de defrosts que je veux à ce moment-là par jour. Donc, c'est defrost à R. Je dois maintenir Enter quand je change la variable pour valider. Donc, defrost per day. Là, on a vu aussi dans d'autres, le menu précédemment que je pouvais mettre en mode custom. En mode custom, je peux programmer des 12 defrosts à différentes heures de la journée. Encore une fois, le vidéo précédemment, le vidéo 100 sur les KE2 temp, montre comment faire ça. Donc, je ne le referai pas parce que ça a déjà été fait. Puisque je zoome, je vais aller chercher l'autre portion numéro 2 du menu pour que vous puissiez à la fois le voir à l'écran correctement, bien zoomé, puis je vais continuer à faire des opérations. Donc, ce qui nous manque quand vous regardez ça, je continue ici à l'écran le DFT. Donc, le DFT, à ce moment-là, c'est votre defrost, c'est le temps de defrost parce qu'on est à R. Donc, ici, ce que je viens faire, c'est 45 minutes. Donc, je peux programmer, encore une fois, si je veux monter, disons, ou descendre à 25, ben, au lieu de descendre manuellement jusqu'à temps que j'arrive à 25, des fois, c'est plus rapide d'appuyer sur Enter. Et là, c'est les dizaines qui clignotent ou les
centaines qu'on n'utilisera pas dans ce cas-là. Donc, ça serait, mettons, soit des unités, là, ici des dizaines, mais je pourrais descendre, disons, à 28 minutes. Et je appuie Enter jusqu'à temps que l'afficheur valide cette information-là. Donc, on vient de programmer le temps de dégivrage. Ensuite, les alarmes de haute température, de offset et les basses alarmes ici. Donc, HOO, c'est un offset de haute température. Ça, c'est un offset de basse température. À ce moment-là, ce qu'on vient avoir ici, vous avez un temps que vous voulez avoir pour avoir l'alarme. Encore une fois, j'ai couvert ça dans le contrôleur KE2 Temp plus Defrost, donc je ne le referai pas. L'adresse est rapide à expliquer, je vais la réexpliquer encore. Donc, je vais descendre, ça c'est pour vos alarmes, pour qu'il affiche des alarmes de haute et basse température, le temps que vous voulez avant d'afficher l'alarme. Et l'adresse, c'est que si vous êtes en mode boss, ben, on doit avoir, souvent j'en ai trois sur le même réseau, puis que je veux lui parler en communication, ils ont tous par défaut l'adresse 1. Donc, il faut changer 1, 2, 3. Si on en a 3, il faut que, par exemple, celui-là deviendrait 2. Vous programmez l'autre, c'est numéro 1 par défaut. Vous en programmez le troisième, numéro 3. OK, on va voir ça dans la communication également. Le ADR, c'est fait. Les units, tout ce que j'ai à faire, c'est de changer soit en Fahrenheit ou si je veux en Celsius. Si vous convertissez en Celsius, il va faire la conversion des températures. Donc, les valeurs vont se corriger d'elles-mêmes. Donc, back pour revenir à unité. Une autre des dernières valeurs, c'est au niveau de la valve électrique, vous avez, autrement dit, pour faire fonctionner une valve, vous avez dans l'algorithme, on va avoir une partie qui s'appelle PID, proportionnel. Très rare qu'on touche à ça, je vous dirais. Donc, vous pouvez jouer avec la proportionnelle, mais je ne vous invite pas à le faire. C'est très, très, très rare qu'on joue avec ça. Ensuite, vous avez l'intégrale qui est la portion I du ID dans le PID. Et vous avez la portion dérivative de l'algorithme. Donc ça, c'est comment on fait travailler la valve. Encore une fois, très rare qu'on joue avec ces valeurs-là, qu'on voit ici, là, le proportionnel intégral dérivatif, qui est souvent appelé dans le jargon du métier PID. PID, il y a beaucoup de gens qui vont jouer avec la valeur de PID nécessairement. Ben, pas beaucoup de gens, mais certaines personnes qui vont jouer avec ça. Mais ce n'est pas nécessaire de jouer avec ça, à moins que vous êtes un fabricant et que vous avez des applications particulières. Donc, ça, c'est la portion dérivative. La dernière section, je vais le passer rapidement aussi, mais si vous regardez, c'est le menu manuel dans ce contrôleur-là. Donc, si vous continuez, le menu manuel vous permet c'est pas une programmation, ça vous permet de faire des actions. Donc, ici, ça serait CLA, c'est Clear Alarm. Donc, si je maintiens le bouton, je serais capable de enlever toutes les alarmes de façon manuelle. Donc, si j'avais une alarme, on verra ça dans le troubleshooting un peu plus loin. L'autre valeur, c'est Factory Reset. Encore là, il y a quelque chose qui a été changé, vous n'êtes pas certain. Si vous faites un Factory Reset, il va revenir à toutes ces valeurs par défaut, comme le manuel l'indique. Le SOF, ça serait la façon de le mettre à off. Si vous voulez faire le service, par exemple, et vous voulez le mettre à off, bien, si j'appuie Enter, dans le système ici, donc la valeur elle clignote, là vous voyez que la lumière vient de s'éteindre. Fait que si vous restez là, c'est pas une programmation, ça fait juste mettre SOF, c'est pas 50 degrés Fahrenheit, c'est système off qui dit que le système est à off. Et si je fais back, je vais sortir de la valeur. Ouais, je vais maintenir Enter. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas souvent. Je pense qu'il est comme. OK. Là, il est revenu en mode de programmation. On va retourner carrément à système off. Je verrai ça plus en détail, comme je vous disais, sur ici, là, 50 Fahrenheit. Là, vous voyez le bouton, il clignote la petite lumière verte parce qu'en le mettant à off, en le remettant à on, il va faire son cycle CSH. Ça veut dire, oui, la température, il voudrait partir en réfrigération, mais à cause du CSH, il ne le fera pas. Donc, l'autre valeur, ce serait la position de la valve électrique. Fait que si vous faites Enter, elle vous dit que présentement, elle est à 0 parce que je ne suis pas raccordé. J'ai juste un transmetteur de pression ouvert, donc la valeur de la surchauffe est comme pas réaliste. Puis en même temps, ben, mon système est à off, fait que la valve est en position. Donc je pourrais ici dire, par exemple, en dizaines, faire bouger la valve manuellement. Donc, comparativement à certains contrôleurs qui vous exigent peut-être d'avoir
un contrôleur différent pour faire bouger la valve, ben, vous avez un outil de service avec celui-là. Mais encore une fois, on couvrira ça dans le menu, la section troubleshooting, donc la position de la valve. Donc la dernière valeur, c'est la position du relais. Le reste, on a juste un relais. Donc il me dit que présentement, il est à on parce que là, la lumière a arrêté de clignoter. Donc en on, ça veut dire que vous énergisez votre solénoïde, par exemple. Donc ça couvre la programmation en fait complète d'une valve SHT en fait. SHT, ok, donc on a programmé complètement. Tous les autres modules, c'est à peu près similaire, mais il y a quelques petites différences si vous voulez faire par exemple un hot gas bypass ou des choses semblables. Donc je pense qu'on a couvert l'objectif de programmer un coil de thème plus valve de façon manuelle dans le menu avancé back au complet. Donc sur ce, bienvenue encore une fois et merci d'avoir assisté à une capsule du site SICO et à la prochaine.